À Sud Éducation, depuis de nombreuses années, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Ces discriminations comprennent des insultes, du harcèlement, du chantage, des menaces, mais aussi des agressions sexistes et sexuelles. Cette année, on se lance dans une grande campagne contre la victimisation secondaire. La victimisation secondaire, c'est l'ensemble des violences commises par des professionnels ou par les institutions lors du traitement des violences sexistes et sexuelles. Ces violences, qui peuvent être perpétuées par les institutions et les personnes qui ont connaissance des situations de violences sexistes et sexuelles racontées par les victimes, ces violences peuvent prendre différentes formes et qui peuvent se manifester par de l'incrédulité, le fait de ne pas croire les victimes lorsqu'elles font actes de violence, des propos sexistes qui vont être véhiculés, ou tout simplement un refus de prendre en charge ces violences ou alors nier ces violences lorsqu'elles ont lieu. Les militantes et militants de Sud Éducation sont régulièrement confrontés à ces violences de la part de l'institution et de l'administration. Oui, j'ai déjà suivi des victimes de VSST et je pense notamment à une situation assez récente d'une collègue professeure des écoles qui travaille dans une situation un peu particulière puisqu'elle travaille en milieu pénitentiaire et elle a subi des violences de la part d'un autre collègue qui dépend aussi de l'Éducation nationale. Alors cette victime a été maltraitée par l'administration en deux mots et en un mot. D'abord parce que la prise en compte des violences qu'elle a dénoncées a été très longue de la part de l'administration, qu'il a fallu beaucoup insister pour qu'elle soit reçue, entendue. Et par ailleurs, l'une des mesures qui a été prise relève de la sanction, puisqu'en fait cette collègue a été déplacée, elle n'a plus accès au poste sur lequel elle était et pour lequel elle avait beaucoup travaillé. Donc ça a relevé d'une véritable sanction et au bout de plus de 6 mois, l'administration l'a reçue avec des personnes qui n'étaient absolument pas formées pour traiter de violences sexuelles et sexistes et qui l'ont obligée à répéter à nouveau ce qu'elle avait déjà dit et écrit plusieurs fois. Et enfin, autre forme de maltraitance, les violences qu'elle a subies ont été traitées comme des conflits interpersonnels à au moins 2 reprises. Alors de nombreux manquements qui relèvent des maltraitances que cette collègue a subies. Mais peut-être pour ajouter dans cette maltraitance, cette collègue a demandé la protection fonctionnelle. Elle n'a jamais obtenu de réponse. Le syndicat est revenu à plusieurs reprises vers l'administration pour demander qu'il y ait une réponse. Il y a un recours gracieux qui a été fait. Malgré ce recours gracieux et toutes les preuves accumulées dans ce recours gracieux, tous les éléments justifiant la protection fonctionnelle, l'administration n'a toujours pas répondu. Donc maintenant, ça va se passer devant le tribunal administratif. Tout ça a un coût. Ça coûte de l'argent parce qu'on fait intervenir une avocate. Et par ailleurs, tout ça aussi pèse sur cette collègue. Ça a aussi un coût psychologique sur sa santé. La victime est très largement affectée, mais à plusieurs niveaux par les violences qu'elle a subies. Alors d'abord, elle a perdu le poste sur lequel elle avait été titularisée. Et en fait, en perdant ce poste, elle a aussi perdu des primes, donc il y a une sanction financière. Par ailleurs, le temps pris pour traiter ces violences, la manière dont c'est traité affecte durablement cette victime. Et par ailleurs, quand on a été reçu par l'administration, ça a été très dur pour elle de devoir à nouveau répéter ce qu'elle avait déjà dit, d'entendre dire que ça relevait du conflit interpersonnel, et cette collègue a craqué devant l'administration. D'une manière tout à fait différente. D'abord qu'il y ait une véritable écoute, qu'il y ait une écoute de qualité, que les choses se passent rapidement et qu'elles soient tenues au courant régulièrement de l'avancée des démarches mises en place par l'administration, que ce soit l'administration qui vienne régulièrement vers elle pour lui dire un peu où ça en était, comment ça allait être pris en charge. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est la collègue, via le syndicat, qui doit revenir vers l'administration pour relancer les démarches. Oui, là je pense notamment à une collègue qui subit du harcèlement de toute son équipe. En fait, c'est la seule femme dans son équipe et elle subit du harcèlement de toute l'équipe de PS.
Dès qu'elle en parle à l'administration est très soutenante dans ses propos. Elle lui dit qu'elle va l'accompagner, qu'elle va la soutenir. Mais dès qu'il s'agit des actes, l'administration ne fait rien. Les chefs ne font rien globalement. Et les seuls actes qu'il y a eu, c'est que les inspecteurs de l'équipe de PS sont venus à la dernière rentrée, parce que c'est tout récent, c'est encore en cours, pour élaborer avec les collègues une charte comme s'il s'agissait en fait d'un conflit et non pas d'une violence. Et en fait, l'inspecteur est venu pour élaborer une charte de travail entre collègues. Enfin, comme si la violence n'existait pas et qu'il s'agissait juste d'un conflit. Ben oui, comme je viens de le dire, donc il n'y a aucune prise en compte de la souffrance de la collègue, ou en tout cas pas de choses qui sont faites dans le sens de diminuer cette souffrance. Les collègues qui sont problématiques et qui organisent le harcèlement sont toujours en poste. Et en fait, c'est la collègue qui se retrouve isolée et on lui reproche cet isolement. Et ça, l'administration devrait normalement faire en sorte que ce ne soit pas le cas et que la collègue ne soit pas isolée. Oui, clairement. Elle a eu notamment des moments où elle n'était plus capable d'aller travailler. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est toujours compliqué de quantifier, mais clairement, c'est surtout sur le psychologique que c'est problématique. Et du coup, sur le financier aussi, parce que quand on est absent longtemps, on finit par avoir des retraits sur salaire. Et donc, ça a ces conséquences-là aussi. Eh bien, déjà, ça aurait été bien de la croire dès le début. C'est toujours un problème, on a l'impression que les chefs ne sont pas formés sur ces sujets, qu'en tout cas, ils ne savent pas accueillir la parole correctement. Donc, il faudrait former les chefs sur ces sujets, l'administration en général, et mettre fin, en fait, quand il y a des agissements, quand il y a du harcèlement, il faudrait mettre fin tout de suite en isolant, enfin en respectant la loi et en écartant les harceleurs plutôt que d'espérer que la victime va d'elle-même partir. Parce que oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on a proposé à la victime de changer de poste. C'était la solution apportée par l'administration, alors que ce n'est pas à la victime de changer de poste, mais c'est bien aux agresseurs. Alors moi, j'ai accompagné une personnelle de l'éducation nationale pour du harcèlement sexuel. Donc j'ai eu en fait connaissance d'une rumeur. Moi, je suis venue vers elle en lui disant je crois savoir qu'il y a des choses qui te dérangent. Si jamais tu veux en parler à quelqu'un formé et syndiqué, ben moi je suis là. Tiens, voilà mon numéro. Et en fait, de là a commencé l'accompagnement, puisque en fait, j'ai recueilli son témoignage qui, finalement, après examen de la situation, en fait, relève du harcèlement sexuel. Et donc, je l'ai accompagnée du début jusqu'à, je dirais, la résolution de la situation, même si c'est pas vraiment juste, puisqu'en fait, en tout cas, il y a une sanction qui a été émise contre l'agresseur. Et donc qui a amené d'ailleurs à un déplacement professionnel, une mutation professionnelle dans un autre établissement. Donc les deux personnes, la victime et l'agresseur, ont été mutées. La direction de mon établissement n'a pas reconnu cette sanction comme étant une sanction en tant que telle. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une personnelle de la région, mais elle n'avait jamais été reçue par ma direction, qui ensuite s'est, je dirais, protégée, si je puis dire ça comme ça, parce qu'elle était du coup en arrêt maladie. Et donc, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas en étant en arrêt maladie. Et en fait, toute cette situation, elle a duré 1 an, puisqu'elle a été reçue par... elle avait en fait saisi en fait, la cellule de veille finalement de la région. Donc, son dossier a commencé à être traité par cette cellule-là. Elle a été ensuite reçue à la région et je l'ai accompagnée. Et durant cet entretien, par exemple, en fait, ils nous ont proposé une médiation. Donc, moi, j'ai été cette personne syndiquée, formée, qui avait j'avais la formation pour pouvoir dire que c'était un non catégorique, puisqu'il ne s'agissait pas d'un conflit dans cette situation-là. Avec l'initiative de cette personne, de la victime, donc on avait réfléchi à ce qu'elle souhaiterait et on l'a proposé. Pour nous, ça a été, pour Sud, ça a été quand même une victoire, même si, en fait, au départ, ils nous ont refusé la protection, ils ont refusé à la victime la protection fonctionnelle, et que même si donc l'agresseur, par la cellule, on a su au syndicat qu'il avait été sanctionné.
et donc muté dans un autre établissement. Malgré tout, la direction lui a créé une cagnotte pour son départ, en indiquant à aucun moment les raisons de sa mutation. Et en plus de la cagnotte, il a eu un hommage à la fête de fin d'année pour sa carrière, puisque comme il n'y avait aucune transparence sur le pourquoi du comment. Et donc aujourd'hui, la victime n'est pas réparée parce qu'elle est dans un autre établissement. Et il y a eu toute une série d'étapes où elle a quand même, j'ai su que là, au bout d'1 an et demi, elle avait quand même réussi à le dire à son mari. Ce qui est comme une certaine victoire, et elle a été accompagnée par des séances quand même de psy, mais la réparation va être longue. Alors moi, ce que je peux déjà dire, c'est que dans l'accompagnement, j'ai souvent parlé de ma position, mais en fait, quand même, j'étais pas la seule pour l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on était toujours, moi, je faisais toujours un partage avec une autre personne de mon syndicat, qui elle aussi était formée. Et en fait, ce qui a été extrêmement violent dans l'accompagnement, indépendamment du fait que, en fait, la victime n'a jamais été reçue par le chef de service, qu'il y a tout au long du processus un phénomène où ils ont cherché à nier ou à laisser ça sur l'effet d'une rumeur, mais en fait à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, cette personne semblait découvrir en fait, soi-disant la situation qui était connue de tous et toutes. Et ensuite, le summum de la violence, et donc moi j'étais reçue à la région, elle avait un deuxième entretien durant lequel on lui étalait les conclusions que cette personne allait être mutée, etc. Et en fait, ils ont refusé, la région a refusé que l'accompagnement se fasse avec moi. C'est-à-dire que sous prétexte que moi j'étais enseignante et que la personne était membre des agents, elle était agent de la région, en fait ils ont demandé à ce que ce ne soit pas moi qui l'accompagne, et donc tout ça c'était extrêmement violent parce qu'il a fallu, en fait, il y a eu un moment de flottement où tout ce que j'avais construit avec elle dans la confiance a été fragilisé parce qu'en fait face à cette réponse qui était ça va pas pouvoir être cette personne, moi en l'occurrence, donc on a trouvé d'autres personnes formées qui pouvaient, mais en fait cette personne-là n'avait pas les mêmes relation avec la victime, et donc on a fait des pieds et des mains. Au final, ils sont revenus très en arrière, mais il y a eu tout ce moment-là c'est cette personne qui vous a accompagné, soi-disant vous pouvez venir avec la personne de votre choix, mais le moment où ils ont trouvé une parade pour dire non, pas cette personne. Je me demande dans quelle mesure c'était pas aussi finalement cette personne elle est tellement formée qu'elle risque qu'on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui soit peut-être moins formé, et que comme de cette façon-là on ait notre médiation et puis on puisse dire c'est bon, il y a eu une saisie qui a été faite, on a réglé la situation en proposant une médiation, et lui il est prêt à faire des excuses, parce que ce qui avait été proposé à la victime c'était quand même que l'agresseur qui se rencontre et qui lui fasse des excuses parce qu'il n'était pas particulièrement, il n'avait pas compris ce qu'on lui reprochait. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser tous les moyens institutionnels qui existent pour signaler les faits de violence. Alerter la cellule VDHA, remplir une fiche RSST, déclarer un accident de service, demander un rendez-vous avec son ou sa chef, accompagné d'un représentant, d'une représentante syndicale. Ensuite, il s'agit en deuxième temps de faire une demande de protection fonctionnelle qui permet d'obtenir 3 choses. Des mesures de protection sur le lieu de travail, en demandant notamment à ce que l'agresseur ait un aménagement d'emploi du temps ou soit suspendu. Cette demande comprend également une aide financière aux frais d'avocat qui seraient liés à des procédures judiciaires. Et ensuite, elle permet également d'obtenir une réparation des préjudices subis. Ensuite, il est important en fait de contacter l'antenne locale du défenseur des droits, parce que c'est une autorité administrative qui travaille sur les questions de discrimination et qui, si elle est contactée, mènera une enquête qui sera à la fois fournie à l'administration, mais aussi au tribunal administratif en cas de poursuite devant la juridiction administrative. Et enfin, il faut recueillir tous les moyens de preuve le plus rapidement possible. Donc en termes de moyens de preuve, on pense évidemment aux photographies, aux témoignages. On pense également à toutes les traces des démarches qui ont été effectuées.
En fait, c'est une protection qui est organisée par la collectivité publique et qui est due à l'agent public en raison de ses fonctions. Cette protection, elle s'applique lorsque l'agente est victime de violences et notamment lorsqu'elle est victime d'agissements constitutifs de harcèlement. La demande, elle doit être formalisée par un courrier adressé à l'autorité compétente sous couvert de la hiérarchie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de délai pour faire la demande et que cette demande, par contre, doit être réitérée à chaque étape de la procédure. Elle contient un récit précis, circonstancié et détaillé, des preuves qui viennent corroborer le récit qui est avancé et des demandes précises concernant les besoins de la victime. Bien sûr, s'il y a un dépôt de plainte qui a été effectué auparavant, le texte du dépôt de plainte doit y être joint. En cas de réponse négative, l'administration doit motiver sa réponse et il est possible de faire un recours administratif et puis un recours contentieux. Et en cas de réponse positive, il faut bien penser à vérifier selon quelle modalité l'administration a prévu d'octroyer la protection fonctionnelle. Et il faut bien aussi penser à communiquer le nom de l'avocat choisi pour préparer la défense, afin qu'il y ait une convention d'honoraires qui soit signée entre avocats et administration. Face aux violences sexistes et sexuelles, Sud Éducation revendique de sanctionner les auteurs de violences, de protéger et d'accompagner les victimes. L'application pleine et entière de la circulaire du 9 mars 2018 relative aux violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique. L'abrogation du jour de carence qui pénalise aussi financièrement les victimes de violences sexistes et sexuelles. Le retour à une indemnisation à 100% du traitement indiciaire lors d'un arrêt maladie.